Nous sommes le 8 février 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Rien d'étonnant de voir le gouvernement du Burundi effectuer des meurtres. Il n'a aucun souci pour le peuple burundais. L'équilibre de l'information n'est pas respecté par certains médias. Au Burundi, vous allez le suivre dans ce journal. Nestor Nbahoumukundi, directeur du Conseil national de la communication. Hors de nos frontières, en accord de cessez-le-feu en République centrafricaine, toutes les parties s'engagent à ne plus recourir aux armes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page communication pour commencer. Les médias burundais en majorité ont respecté la loi dans l'équilibre de l'information et les autres ont violé la loi, surtout en produisant des émissions qui n'ont pas du tout respecté les mœurs et les cultures burundaises. Ceci est ressorti dans une séance de l'évaluation trimestrielle du CNC. Suivez Nestor Nbahoumukundi, directeur du Conseil national de la communication. Avec les médias, nous sommes convenus que chaque trimestre, on va organiser une séance d'évaluation des prestations des médias à travers un rapport dressé par le Conseil national de la communication qui va être présenté aux responsables des médias. Mais aussi, c'est une occasion que ces responsables donnent leurs avis et considérations pour qu'ensemble, avec le CNC, ils puissent travailler de façon à améliorer l'exercice de la profession de journalisme. Aujourd'hui donc, il était question d'évaluer les prestations des médias durant les mois d'octobre, novembre et décembre, donc le 4e trimestre de l'année 2018. Le constat qui a été fait par le Conseil national de la communication, c'est que la majorité des organes de presse ont fourni des efforts, probablement dans le prolongement des recommandations des conseils qui leur avaient été prodiguées à travers les descentes qui ont été effectuées par le Conseil national de la communication dans presque toutes les rédactions des différents organes de presse œuvrant au Burundi, des conseils qui allaient dans le sens de les inciter à davantage respecter la loi, à davantage procéder à un encadrement de proximité des journalistes placés sous leur responsabilité. Nous avons donc constaté que, de façon générale, les organes de presse œuvrant au Burundi ont essayé de respecter la loi. Cependant, nous avons constaté qu'il y a eu des ratés, qu'il y a eu des violations de la loi, surtout en ce qui concerne l'équilibre de l'information. Nous avons constaté que même ceux-là qui ont fait des efforts, leurs prestations ont été entachées par des déséquilibres de l'information, des violations de l'article 52 de la loi régissant la presse, où on a constaté qu'il y avait des émissions, des informations qui n'étaient pas équilibrées. Une autre faute qui a été constatée, qui a été relevée par le Conseil national de la communication, c'est la dépravation des mœurs. Nous avons vu des radios, la presse écrite, et au niveau des télévisions aussi, où on a eu à déplorer des émissions, des chansons et des tranches d'animation qui n'ont pas du tout respecté les mœurs, la culture burundaise. C'est normal que le CNC protège les intérêts du gouvernement parce que le président du CNC est nommé par le décret présidentiel et il doit exécuter ce que le gouvernement le demande de faire. Ce sont les propos de Aloïse Nyoyita, un journaliste indépendant. Je vous prie de le suivre. L'origine, comment les CNC en Afrique en général et au Burundi en particulier, comment sont-elles mises en place ? Les présidents sont nommés par décret, les vice-présidents et les membres aussi des CNC sont nommés par décret. Comment veux-tu que quelqu'un que tu as nommé ne fasse pas ce que tu lui demandes de faire? Je pourrais peut-être philosopher autour de cette question si ces membres de cette CNC avaient été mis en place par, disons, une commission de journalistes et qu'ils agissaient ainsi. Là, je me dirais, mais on en est où?
Mais aujourd'hui qu'ils sont en train de faire ce que celui qui les a mis en place leur demande de faire, je ne suis pas du tout surpris. Une fois, j'étais en train de parler, de faire des blagues avec un ami. Je lui disais, il y a des choses que j'observe qui se passent dans mon pays et je ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses qui vont dans le surréalisme total. Alors il m'a dit, mais écoute, il a fait une comparaison. Je vous donne la comparaison, ça ne vient pas de moi. Il a dit, regarde, toi si tu as un groom à la maison, tout ce que tu lui demandes de faire, il va le faire. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas t'en vouloir à ces gens qui sont en train de faire leur travail, mis en place par un gouvernement, par un chef de gouvernement. Donc s'ils font ce que le chef de ce gouvernement leur demande de faire, où serait la surprise? Et maintenant, page droits de l'homme pour poursuivre ce journal. Il n'y a rien d'étonnant de voir un agent de la police nationale oser tuer une personne qui faisait un métier de taxi-vélo. Ce sont les propos de Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif de l'UPD d'Igamiwanga. Selon lui, le pouvoir de Bujumbura n'a aucun souci pour le peuple burundais. Il profite de l'occasion de lancer un appel à ces derniers de ne pas soutenir ce pouvoir en place. Suivez-le. Le Burundi n'a plus de police. C'est juste des civils, des voyous même je dirais, mais en tenue de police. Ça ne se comprend pas comment, pour une petite discussion entre un taxi-vélo et un soi-disant policier, il y ait une histoire de balles tirées sur quelqu'un jusqu'à la mort. Mais tout ça ne nous étonne pas. Vous savez, ces policiers sont les plus indisciplinés de la police que on n'a jamais connue. Pourquoi quand ils sont au bar avec des bouteilles en main, parce que nous les connaissons avec leur indiscipline, vous les voyez partout dans les cabarets de Bujumbura et partout ailleurs dans le pays. Pourquoi quand ils ont la bouteille de bière, les balles ne partent pas seules, hein? Il l'a tué sciemment. En peu de mots, c'est ce que je peux dire. Mais j'interpelle à tous ces gens qui font le taxi-vélo. Pourquoi quand le pouvoir a besoin de ces gens pour les aider à faire la manifestation, ils sont les numéros 1 à se présenter? Désormais, qu'ils comprennent qu'on ne leur donne aucune valeur. Donc, ils sont là à tuer comme on veut. Mais ce qui nous a étonnés de plus, c'est de voir un soi-disant porte-parole de la police qui ose dire que c'est une balle qui est sortie seule. Disons une balle perdue. Non. On se demande quel genre de professionnel dans la police ce pays a, le Burundi. C'est dommage pour mon pays, vraiment. Page internationale pour clore ce journal. Dans l'accord de paix signé à Bangui ce mercredi, le gouvernement centrafricain et les groupes armés s'engagent à renoncer dès la signature de cet accord à tout recours aux armes pour régler leurs différends. Il est prévu la mise en place d'un gouvernement inclusif, la décentralisation de l'administration et la création d'une commission mixte chargée de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Le point avec Thierry Wiglindavi. Contrairement aux 7 précédents accords qui ont tous échoué depuis 2012, ce 8e accord a été préparé de manière beaucoup plus systématique et minutieuse, dans le sens où les experts de l'Union africaine ont pris le temps de rencontrer à plusieurs reprises les groupes armés de manière à ce qu'ils acceptent de rejoindre la table de dialogue, avec d'une part les revendications de ces groupes armés, mais aussi les revendications du gouvernement vis-à-vis de ces groupes. Il y a aussi des mesures de rétorsion, dans le sens où, dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne tiendrait pas ses engagements. Dans cet accord, les parties s'engagent à renoncer dès la signature de l'accord à tout recours à la force armée pour régler leurs différends. Il prévoit la formation d'un gouvernement inclusif. Mais les groupes armés espéraient une amnistie en échange, alors que, dans son immense majorité, la population centrafricaine rejette le principe de l'impunité. La question est en effet envoyée à une commission inclusive, comprenant donc en son sein des représentants des groupes armés. C'est elle qui aura la charge de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice, pour le soumettre ensuite à une commission vérité et réconciliation qui doit être créée
dans 90 jours. Le gouvernement fait face à un véritable dilemme. Ce qu'il doit offrir à des groupes armés en position de force et la population qui ne veut pas en entendre parler. Pour ramener les groupes armés à la capitale et pour mettre fin à leur déprédation à l'intérieur du pays, il faudrait leur offrir quelque chose. Mais le problème est là. Pas mal de ces acteurs sont responsables d'exactions contre la population. Ce sont des vrais criminels de guerre. Et en même temps, partager le pouvoir avec ces criminels et bandits pour une bonne partie de la population centrafricaine, ça va mal passer. Donc, comment d'une part convaincre les groupes armés de faire la paix et d'autre part de rendre la justice aux Centrafricains et garder la légitimité de l'État. C'est très difficile, mais malheureusement, le rapport de force favorise les groupes armés qui contrôlent 80% du territoire. Merci Thierry Wigindavdi. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.